Alors, on va démarrer ce cours qui va être le premier cours sur les structures de données avancées. Alors, jusqu'à présent, l'an dernier et puis au début du semestre, on a vu des méthodes de programmation qui étaient en fait de l'ordre de la technique. D'accord? Donc, comment on maîtrise une boucle, qu'est-ce que c'est qu'une variable, qu'est-ce que c'est qu'un tableau. On a vu des choses comme ça, comment écrire une fonction, écrire des structures de données composées. Qu'est-ce qu'on a vu encore? La programmation récursive, on a vu les listes chaînées. Et tout ça, en fait, c'est de la technique. Donc, vous devez travailler, évidemment, vous devez réussir à maîtriser tous ces concepts, les pointeurs, l'allocation dynamique. Mais tout ça, ce n'est que de la technique. Donc, bien sûr, c'est très important parce que ça vous permet de réaliser des programmes plus ou moins complexes. Mais on n'a pas encore vu comment structurer l'information, comment l'enregistrer pour pouvoir la manipuler d'une certaine manière. Alors c'est le but du cours sur les structures de données avancées. Alors je vais illustrer mon propos tout de suite avec un petit morceau de code. La première méthode que vous connaissez pour enregistrer une donnée, c'est de l'enregistrer dans une variable. Int variable. D'accord? Et puis après, si on veut, on peut modifier le contenu de cette variable. Variable égale 10 par exemple. Et puis on peut afficher la valeur de cette variable. Voilà. Ok, ça c'était la première méthode. Alors ensuite, on a vu la fonction scanf qui nous permet de saisir une information et de la placer dans une variable, donc saisir depuis le clavier. Bon, super. On a vu aussi comment manipuler des fichiers l'an dernier. Donc vous savez récupérer de l'information depuis des fichiers. Donc c'est formidable. Le problème, c'est que l'accès à l'information peut parfois poser des difficultés. Alors, je vais vous montrer un autre exemple. Au lieu de déclarer juste une variable, je vais déclarer un tableau entier. Tableau, et je vais lui mettre une taille de... tiens, je ne vais pas lui mettre de taille tout de suite. On va allouer dynamiquement le tableau. Donc je déclare une autre variable taille qui vaut 10, d'accord, qui va être la taille de notre tableau. Ensuite, je réalise une allocation dynamique. D'accord, donc là, bon, jusque-là, c'est que du très classique. Et puis, je vais parcourir toutes les cases de mon tableau. Et dans chaque case, je vais mettre une valeur. Alors, par exemple, tiens, je vais mettre une valeur aléatoire inférieure à 10. D'accord? Bon, bah ça c'est fait. Et puis maintenant, je vais afficher les valeurs qui sont présentes dans mon tableau. Voilà, puis là... Voilà. Donc là, on a un petit programme qui sert à rien, mais voilà. Donc j'ai alloué dynamiquement un tableau. J'ai initialisé chacune des cases du tableau avec une valeur inférieure à 10. Et puis ensuite, je réalise l'affichage de mon tableau. Alors évidemment, avant de sortir,
on libère la mémoire du tableau. Voilà. Formidable. Bon, alors ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Si je fais ça, quel est le problème? Le problème, c'est que je vais faire une boucle un peu trop grande, et dans cette boucle, je vais essayer d'accéder aux cases du tableau pour mettre une valeur dedans. Sauf que mon tableau n'est alloué que pour 10 cases d'entier. Et là, je vais essayer de mettre une valeur dans les 30 premières cases. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, je vais lancer l'exécution. Voilà, donc là, mon programme a planté. D'accord? Il a commencé à écrire des valeurs dans la mémoire, à un endroit où il n'avait pas le droit d'écrire. Et puis, bah, le système d'exploitation s'en est rendu compte. Il a donc fermé mon programme en disant non, il y a une erreur. Suivant, on déclare un tableau statique ou qu'on utilise un tableau alloué dynamiquement, on va rencontrer des problèmes dès lors qu'on va déborder du tableau. Le problème, hein, alors c'est tout à fait normal parce que on essaie d'écrire dans un endroit de la mémoire qui ne nous appartient pas. Le problème, c'est que ça ne va pas vous dire attention, il y a une erreur. Non, ça va tuer violemment votre programme. Alors comme ça va tuer violemment votre programme, on est un peu embêté parce que si jamais vous êtes en train d'essayer d'écrire un programme et que ça s'arrête comme ça, vous ne savez pas exactement où vous vous êtes arrêté et vous allez être obligé de débugger tout votre programme et ça va être quelque chose d'horriblement complexe. Fondamentalement, quel est le problème? C'est qu'on a essayé d'accéder à une case de la mémoire qui ne nous appartient pas, qui n'est pas réservée. On est d'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on autorise le langage C à accéder à des zones de la mémoire qui ne nous appartiennent pas? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Pourquoi il nous autorise à le faire alors qu'il devrait nous dire ah, attention, dès la compilation, enfin, à l'exécution, vous tentez d'accéder à une case qui ne vous appartient pas. Il devrait nous le dire, mais il ne le fait pas. Alors, il y a une raison qui est historique, hein, c'est qu'à la base, le langage C, il a été créé pour concevoir des systèmes d'exploitation. Donc, en particulier pour gérer la mémoire. Et comment on fait pour gérer la mémoire avant de l'avoir réservée? D'accord? Pour réserver la mémoire, il faut accéder à la mémoire qui n'est pas encore réservée. Vous comprenez? Donc c'est normal en fait que le langage nous permette ce genre de choses. Mais pour un utilisateur type Miage, c'est quelque chose qui est embêtant. Alors, moi je vais vous proposer un truc. Ça va être de définir ce qu'on appelle une structure de données avancée. Alors, vous vous rappelez qu'on a défini, on est capable de définir des structures. Hein. Donc struct, vecteur, struct, vecteur. Alors, je vais définir une structure que j'appelle vecteur. Ok? Cette structure, elle va contenir quoi? Un pointeur d'entier qui va contenir mon tableau et la taille. C'est tout. Et je renomme le type struct vecteur en vecteur. Alors, je vais définir une fonction qui va s'appeler création vecteur. Et qui attend en argument la seule information utile, c'est-à-dire la taille du vecteur.
et elle va retourner quoi? Un pointeur vers un vecteur, donc un vecteur étoile. Donc, je définis un pointeur de vecteur. Ensuite, je vais allouer la mémoire pour mon vecteur. Et maintenant, je vais devoir initialiser mon vecteur. Alors, dedans, qu'est-ce que j'ai? Dans un vecteur, j'ai deux champs. Donc, je peux faire P flèche tableau. Alors ça, mon tableau, qu'est-ce que c'est? C'est un pointeur pour le moment. Or, moi, je veux un tableau d'entier. Donc, il faut que j'alloue la mémoire pour mon tableau. Donc, je vais faire P flèche tableau égale int étoile malloc de size of int et fois combien? Eh bien, nb case. Donc là, j'ai alloué mon tableau dynamiquement. Ensuite, je vais faire p flèche taille égale nb case, justement. Voilà. J'ai fini d'allouer, de créer mon vecteur, donc je le retourne. Voilà. Bon là, rien de très compliqué, hein, c'est que des choses que vous savez faire ou qu'on a vues ensemble. J'ai créé une structure de données composée. Cette structure, elle contient un pointeur d'entier que j'ai alloué dynamiquement pour que ce soit un tableau d'entier. Et puis j'ai un autre champ qui contient la taille du tableau, justement, qu'on vient d'allouer. Alors par exemple, donc plutôt que de faire tous ces trucs-là ici, là, je vais modifier mon programme et je vais dire, bah tiens, vecteur V, je déclare un vecteur, enfin vecteur étoile V. V égale création vecteur. Et puis je vais dire, bah tiens, 20. D'accord? Donc là, je vais créer un vecteur qui pourra contenir 20 entiers dans le tableau qu'on a alloué, qui fait partie du vecteur. Alors ensuite, je vais initialiser ce vecteur. Voilà, et je vais faire V flèche tableau de I. Donc là, vous voyez, maintenant, j'accède au tableau de mon vecteur, j'accède à la taille de mon vecteur, et tout ça, bah, je le réutilise pour faire une boucle sur les cases du vecteur pour pouvoir initialiser le vecteur. Donc je vais faire la même chose ici pour réaliser mon affichage. Et je vais maintenant libérer la mémoire de mon tableau et libérer la mémoire du vecteur. Et voilà. Alors là, vous me direz, bon, bah oui, il est gentil, il a fait son truc, mais qu'est-ce que ça apporte par rapport à un tableau? Parce qu'avant, on avait le pointeur d'entier, on l'allouait, ensuite on avait un entier qui contenait la taille des données, enfin le nombre de cases du tableau, et puis on pouvait manipuler le tableau exactement de la même manière. Là, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change, sauf que j'ai encapsulé les données.
je les ai mises ensemble à l'intérieur d'un même truc, une structure. D'accord? Donc maintenant, la taille et le tableau, ils sont un peu plus liés qu'avant. Parce qu'avant, j'avais deux variables que je manipulais ensemble, mais qui, dans mon programme, étaient séparées. Là, maintenant, elles sont dans un type de données qu'on appelle vecteur. Et donc, quand on crée un vecteur, on a forcément un tableau d'entier et un entier qui correspond à sa taille. Alors, on va aller, si vous avez compris ça, on va aller un cran encore plus loin. J'ai créé un vecteur et ensuite je vais l'initialiser. Et imaginez, au lieu d'utiliser la taille qui est présente dans mon vecteur, ok, je dis tiens, je vais faire ça pour les 10 premières cases. Mais par contre, après, dans ma deuxième boucle, j'affiche bien toutes les cases du tableau. Vous voyez qu'il n'y a rien qui m'empêche de le faire, ça. Il n'y a rien qui m'en empêche parce que j'ai le droit d'initialiser juste quelques cases du tableau. Mon programme, il est pourri, mais j'ai le droit de faire ça. Et alors là, en fait, le problème, il vient d'où? Le problème, il vient du fait que c'est moi qui, à la main, manipule les cases du tableau. Et alors, je dis là, je vais jusqu'à 10, mais imaginons, je vais jusqu'à 22. J'ai le droit aussi. Alors là, le programme, normalement, il devrait soit planter. Voilà, donc là, il est en train de planter. Donc ça n'a rien apporté par rapport au problème qu'on avait avec les tableaux. On est d'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est de créer une fonction qui va modifier une valeur d'une case du vecteur. C'est-à-dire que là, c'est nous qui plaçons les valeurs à la main dans la case i du vecteur. On va écrire une fonction qui va le faire aussi, mais pour nous. Alors, elle ne va rien retourner. Insertion vecteur. Vecteur étoile v, donc je passe mon vecteur en argument, enfin l'adresse de mon vecteur en argument. Je lui donne la valeur que je souhaite placer dans mon vecteur. Et je lui donne la position où je souhaite insérer mon vecteur. Enfin, la valeur dans mon vecteur. Je lui donne la position dans laquelle je souhaite insérer ma valeur au sein du vecteur. Alors, si on prend par rapport à mon initialisation, je vais juste faire v flèche tableau de position égale valeur. Donc là, on est exactement sur la même chose que ce qu'on a fait au préalable. D'accord? C'est juste qu'on passe par une fonction. Mais alors ici, vous voyez, au lieu d'écrire mon v flèche tableau de i égale rand de 10, ce que je vais faire, c'est que je vais dire c'est à la position i, je veux placer la valeur rand modulo 10 dans mon vecteur v. Ça revient exactement au même. Donc maintenant, je peux enlever cette ligne-là. Bon, ça ne va rien changer. Voilà, le programme, je le lance, il va encore planter. Ah bah non, là, il ne va pas planter.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Formidable. Bon, bah là, il n'a pas planté, les gens. Ça arrive. Alors, l'explication de pourquoi il n'a pas planté. Il faut savoir que quand vous allouez de la mémoire, la quantité de mémoire qui est allouée n'est pas forcément égale à ce que vous avez demandé. Par exemple, si vous demandez à allouer 20 cases entières, c'est-à-dire 20 fois 4 octets, il est assez rare en fait que le système d'exploitation vous réserve pile cette quantité de mémoire-là. Généralement, ce qui va se passer, c'est que ça va réserver au moins cette quantité-là. Parce qu'il y a des problèmes d'alignement de mémoire, il y a des problèmes d'optimisation qui font que c'est plus rapide parfois d'allouer un peu plus de mémoire que pile la quantité de mémoire que vous demandez. Et donc, parfois, quand vous demandez 20 cases entières, ça peut vous en réserver 22, 23, 24. Et donc, même si vous débordez de la taille de votre tableau, vous pouvez en fait accéder à une zone de mémoire qui était effectivement réservée. C'est-à-dire que là, vous êtes face à une erreur algorithmique de conception, mais ça fonctionne quand même. Voilà, c'est exactement ce qui vient de se passer. Et lorsqu'on a deux exécutions successives d'un même programme, il n'y a rien qui vous garantit que les données seront placées exactement au même endroit en mémoire. Parce que ça dépend de l'état de la mémoire au moment où vous lancez votre programme. Bon, toujours est-il que là, ça devrait planter. De toute façon, si je mets une valeur suffisamment grande, je vais le faire planter. Voilà. Donc là, il a planté. Parce que j'ai mis une valeur suffisamment grande. Alors, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que comme on place une valeur à la position qu'on souhaite dans le vecteur, grâce à une fonction, dans la fonction, on peut mettre plein de choses. Et en particulier, on va empêcher que la valeur, on la place dans une position qui ne correspond pas à la taille de notre vecteur. Par exemple, si position est inférieure à 0. OK? Ou que position est supérieure à la taille du vecteur. On va mettre un message d'erreur. Alors, je vais mettre position. Voilà. Donc, j'affiche la taille du vecteur et la position pour bien montrer qu'il y a un problème. Voilà, on saute une ligne. Sinon, si tout va bien, c'est-à-dire que la zone où j'essaye d'accéder est correcte, alors j'autorise l'opération. Et donc maintenant, vous voyez que chaque fois qu'on va faire appel à insertion vecteur, automatiquement, on va vérifier si
la position dans laquelle j'essaye d'insérer le vecteur, on va vérifier si elle est correcte. Et voilà. Et alors là, vous voyez que sur mon écran, j'ai plein d'erreurs. Mais ce ne sont que des affichages. C'est-à-dire que ma fonction a empêché l'insertion d'éléments dans des endroits qui n'étaient pas autorisés. Mais il y a eu des moments où on a autorisé ces insertions. C'est les moments où on plaçait des éléments dans des cases qui étaient réellement réservées dans notre vecteur. Donc là, vous voyez que la différence par rapport à avant, c'est que le tableau, on le manipulait comme on voulait, et là, en s'astreignant à passer par une fonction intermédiaire, eh bien, cette fonction va gérer des erreurs potentielles et nous éviter de faire planter le programme. Alors bien sûr, on peut aller encore plus loin, parce que là, j'affiche, je vous demande, là par exemple, même, on peut aller de -10 hein, maintenant jusqu'à 50, hein, ça ne change rien. Voilà. Attendez, il y a eu un truc bizarre. Non, c'est bon. Voilà. Alors ça, on l'a fait pour insérer une valeur dans le vecteur. Ben, on va faire la même chose pour afficher une valeur. Pourquoi est-ce qu'on accéderait directement à la case du vecteur alors qu'on pourrait demander à une fonction de nous retourner la valeur qui correspond? On va faire une fonction qui va vous retourner un entier. On va appeler getValeur, vecteur étoile v, int position. Et donc cette fonction, on va faire la même chose. Voilà. Et puis alors là, on a un petit problème qui est que si jamais, euh, on essaye d'accéder à une zone qui n'existe pas, enfin, à une case à laquelle on n'a pas le droit d'accéder, on ne devrait rien retourner. Mais vous savez qu'en langage C, si une fonction retourne un entier, alors elle doit toujours retourner un entier. Donc là, on doit retourner un entier. Alors quel est l'entier qu'on va retourner? Alors on va retourner généralement un entier qui sera typique d'une erreur. Par exemple, l'entier minimum. D'accord? Donc on va retourner int min, je crois que c'est comme ça. Et ça, c'est une constante qui doit être définie normalement dans la librairie limits.h. On va vérifier tout de suite en compilant et en exécutant. Ouais, c'est bon. Alors, int min, c'est la valeur du plus petit entier que vous pouvez retourner. Donc, l'entier négatif le plus petit. Alors maintenant, au lieu d'accéder dans mon programme principal, dans ma fonction principale, à la valeur, je vais afficher directement, je vais récupérer la valeur grâce à ma fonction, et je lui donne la position. Alors, tout va bien ici, mais
maintenant, imaginons, alors, vous voyez? Donc là, j'ai affiché les valeurs qu'on souhaitait récupérer depuis notre vecteur. Et puis tout d'un coup, là, j'ai commencé à accéder à des valeurs qui étaient n'importe quoi. Donc là, je dis qu'il y a une erreur lors de la lecture du vecteur. Et puis je dis, bah voilà, il y a un souci. D'accord? Donc comme ça, dans votre programme, vous êtes averti qu'il y a un problème. Ah oui, attendez, c'est supérieur ou égal à V, hein, d'ailleurs, ici. Voilà. Voilà, voilà. Alors, donc ça veut dire que à partir de là, maintenant qu'on a une fonction qui nous permet de récupérer une valeur de notre vecteur, et qu'on a une fonction qui nous permet de placer une valeur dans notre vecteur, eh ben on va pouvoir écrire des fonctions qui permettent d'initialiser le vecteur, et une autre qui permet d'afficher le vecteur. Toujours pareil. Voilà. Et puis on va faire une fonction qui permet d'afficher la valeur du vecteur. Le vecteur, void, affichage. Donc maintenant, j'ai la création. Je vais faire initialisation vecteur. Je lui mets V en argument. Et ensuite, affichage vecteur V. Voilà. Et voilà. Alors, là, vous voyez que la fonction d'initialisation, elle connaît la taille du vecteur parce qu'elle va lire directement la taille du vecteur. Donc, il n'y a pas d'erreur de placement. La fonction d'affichage du vecteur, c'est pareil, il n'y a pas d'erreur parce que on accède directement à la taille. Et là, ce que je viens de vous montrer, en fait, c'est tout un ensemble de fonctions, donc une structure, un ensemble de fonctions associées à cette structure de données, qui permettent de manipuler l'information d'une certaine manière, sans que ce soit à vous de décider de comment on fait. Plus précisément, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'à partir du moment où on a défini ces fonctions, on n'a plus le droit, moralement, d'accéder à la case I de votre vecteur. Vous n'avez pas le droit, moralement, de faire ce genre de choses. V, flèche, tableau, 2, 5, égale 10. Ça, moralement, vous n'avez plus le droit de le faire. Alors bien sûr, hein, dans un autre programme qui n'utilise pas de structure de données avancée, vous avez le droit de le faire.
Mais là, dans le contexte de ce cours, étant donné qu'on a créé des fonctions qui permettent de manipuler un vecteur, eh bien, vous n'avez plus le droit de manipuler l'information du vecteur comme vous le souhaitez. Vous devez impérativement passer par les fonctions qui ont été mises à votre disposition. Ces fonctions qui sont mises à votre disposition, ça constitue ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire une bibliothèque, un ensemble de fonctions mises à votre disposition qui ont un objectif précis. Et ces fonctions-là, elles sont censées, normalement, avoir été codées par des développeurs qui ont fait des tests, qui ont vérifié que ça fonctionnait bien et qu'il n'y avait pas de problème, et donc que vous pouvez réutiliser, je dirais pas les yeux fermés, mais presque. Vous comprenez? Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, parce que au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir tout reprogrammer par vous-même. Vous allez être obligé d'utiliser des bibliothèques réalisées par d'autres personnes. Là, moi, je ne vais pas le faire devant vous, là, de créer une autre bibliothèque avec toutes ces fonctions. Je ne vais pas le faire. Mais c'est très facile. Il suffit de créer un fichier .c et un fichier .h associé. D'accord? Donc vous tapez dans Google création bibliothèque en langage C. Vous verrez, c'est très facile. Voilà. Mais par contre, vous allez pouvoir manipuler d'autres bibliothèques. Voilà. Alors, là, je vous ai montré cet exemple sur un vecteur. Un vecteur, c'est jamais qu'un tableau, mais pour lequel l'accès à l'information est sécurisé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déborder du tableau. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est d'autres structures de données avancées. Alors, donc là, ce qu'on a vu, c'est la création d'un vecteur. C'est super. Donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur les structures de données avancées. Les structures de données avancées, vous aurez toujours moyen, vous en tant que développeur, de détourner leur utilisation. Mais c'est quelque chose que vous ne devez pas faire. Vous devez respecter les fonctions qui sont mises à votre disposition. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une structure de données avancée? Une structure de données avancée, ça se compose de deux choses, l'interface et l'implémentation. Voilà, ça c'est les deux choses qui vont constituer votre structure de données avancée. Alors l'interface, qu'est-ce que c'est? Ça va être une liste de fonctions mises à votre disposition pour manipuler l'information. Alors cette liste de fonctions, on a vu là dans le cas de notre vecteur, on a eu quoi? On a eu la création du vecteur, on a eu insertion valeur, hein, c'est comme ça que je l'ai appelé. Ouais, insertion vecteur. On a eu création vecteur. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'une structure de données avancée, qu'est-ce que c'est? C'est deux choses complémentaires. On a une interface et une implémentation. Et l'interface, qu'est-ce que c'est? C'est une liste de fonctions qui sont mises à votre disposition. Et cette liste de fonctions, c'est la seule liste de fonctions que vous avez le droit d'utiliser pour manipuler la structure que vous avez créée. Votre structure de données avancée, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau type de données que vous avez créé, enfin que vous utilisez. C'est associé à ça une interface, c'est-à-dire un ensemble de fonctions qui vont vous permettre de manipuler votre structure de données. Et ensuite, on a une implémentation. Et là, l'implémentation, c'est quelque chose que vous, les étudiants en L2, vous avez du mal à comprendre. C'est qu'on se fiche de l'implémentation, justement. Alors, on s'en fiche lorsque vous utilisez l'API, quand vous utilisez la bibliothèque, vous n'allez pas à chaque fois regarder comment les fonctions sont implémentées, comment elles ont été réalisées. Ça, on s'en fiche. Même pire que ça. Même la structure de données,
on se fiche des éléments qu'elle contient. C'est-à-dire que là, vous avez vu mon vecteur. J'ai réalisé, je l'ai codé de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai fait une structure de données composée. J'ai mis un champ qui était un pointeur et ensuite j'ai alloué dans la fonction création vecteur ce tableau. Et puis on a une taille qui va indiquer quelle est la taille du tableau. Mais on aurait très bien pu avoir une structure de données qui contenait 1000 variables, par exemple. J'aurais fait int variable 1, int variable 2, int variable 3. On aurait très bien pu faire ça. Ça aurait été nul, mais on aurait pu. Et pour le fonctionnement qu'on en a, ça ne change rien. C'est-à-dire que si la position c'est 1, alors je vais à variable 1. Si c'est 1000, je vais à variable 1000. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que la manière dont c'est codé et l'utilisation que vous allez pouvoir faire de l'interface, c'est presque décorrélé. Par contre, les fonctions de l'interface doivent connaître la manière dont est implémentée votre structure de données. Parce que c'est lié forcément. Mais vous, en tant que simple utilisateur des fonctions de l'interface, vous n'avez pas à savoir comment est implémentée réellement la structure de données et comment sont implémentées les fonctions de l'interface. Vous comprenez? Voilà. Et donc l'implémentation, c'est quelque chose qui est lié, qui est laissé à la libre appréciation, en fait, du développeur. C'est vous, en tant que développeur éclairé, qui allez réaliser des choix de développement qui vont normalement, qui ne devront pas influencer votre interface. Voilà. Donc on va voir tout un ensemble de structures de données avancées. On va voir, donc là on vient de voir les vecteurs, on va voir les piles, on va voir les fils, on va voir les arbres binaires de recherche, peut-être d'autres si on a le temps, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'en faire beaucoup d'autres. D'accord? N'oubliez jamais, pour chaque structure de données avancée qu'on va regarder, il y a une interface, et associé à cette interface, il y a une implémentation, mais l'implémentation peut varier. Et en particulier, moi, c'est quelque chose sur lequel je vais vous évaluer, c'est-à-dire, je vous dirai, bah, tiens, on va conserver la même interface, mais en cours, on a vu qu'on avait utilisé un tableau pour enregistrer l'information, bah maintenant, vous allez utiliser une liste chaînée. Donc, je vais vous embêter avec des choses comme ça. Ok? T'avais une question ou pas, Emeric? Ouais, mais alors, c'est pas une question précise, mais c'est un sentiment diffus, c'est ça? C'est plus ça, ouais. Ouais, alors vas-y, essaie d'exprimer. Qu'est-ce qui te gêne? Bah, la fin. Là, vous dites, du coup, vous avez créé des fonctions création vecteur, insertion vecteur, get valeur. Ouais, Tout ça, vous les avez notés dans interface. ouais. L'interface, j'ai pas trop compris ce que c'était exactement. Ah, alors en fait, euh, l'interface, tu m'entends, hein? Oui. Oui, oui. L'interface, c'est un ensemble de fonctions qui sont mises à disposition de l'utilisateur. Alors, l'utilisateur, c'est un développeur, mais qui va utiliser ta bibliothèque. Donc toi, tu vas dire, à ta disposition, tu as ces fonctions-là. Création vecteur, insertion vecteur, get valeur, initialisation vecteur, affichage vecteur. Les autres fonctions qui sont présentes dans ton fichier source de la bibliothèque, tu n'as pas le droit de les utiliser. Elles sont uniquement à usage interne de ma bibliothèque. Donc l'interface, c'est le lien entre le code que tu as développé et l'utilisateur. L'utilisateur, il doit obligatoirement passer par ces fonctions-là et uniquement celles-là pour utiliser ton code. C'est un peu plus clair ou pas? Maintenant, on va voir
une autre structure de données avancée, ça va être les piles. Alors, les piles, c'est vraiment une structure de données qui est extrêmement utilisée dans de très nombreux algorithmes. C'est une structure qui est vraiment fondamentale pour tout informaticien. D'accord? Alors, l'utilisation est très simple. L'utilisation d'une pile, c'est vraiment quelque chose de très simple. L'implémentation, ça vous embête un peu plus, mais normalement, c'est pas très compliqué. Mais c'est vraiment quelque chose que vous devez savoir manipuler. Alors, une pile, généralement, on peut la dessiner, la représenter de la manière suivante. Ça va être un truc comme ça. Et puis, on va mettre dedans des valeurs, ce qu'on veut, hein, comme des informations. Donc moi, comme d'habitude, je vais utiliser des entiers. Tiens, je vais ajouter à ma pile la valeur 5. Je vais mettre 5. OK? Maintenant, je vais mettre dans ma pile, je vais mettre la valeur 3. OK, je mets la valeur 3. Dans ma pile, je vais mettre la valeur 42. Dans ma pile, je vais mettre la valeur 7. Ça, c'est une opération qu'on dit empiler. J'empile des informations. D'accord? Donc j'ai mis 5, j'ai mis 3 par-dessus, j'ai mis 42 et j'ai mis 7. Et vous voyez que, alors j'ai représenté mes données verticalement, comme si c'était une pile de livres, une pile d'assiettes, ce que vous voulez, une pile. Et donc j'ai ajouté les éléments les uns par-dessus les autres. Donc c'est vraiment une pile. Et maintenant, il y a une chose à savoir, c'est que ces données-là, l'utilisateur n'a pas à les connaître. Vous n'avez pas à y accéder. C'est-à-dire que la vision que vous avez, vous, normalement, la vision d'un utilisateur, c'est ça. C'est-à-dire que pour vous, quand vous êtes en train de manipuler une pile, vous savez qu'il y a des éléments, mais vous ne savez pas lesquels. Tout ce que vous savez, c'est la valeur de l'élément qui est au sommet de la pile. Par contre, ce que vous avez le droit de faire, c'est d'enlever cet élément qui est au sommet de la pile. Alors si on enlève l'élément qui est au sommet de la pile, c'est ce qu'on appelle dépiler. Donc cette opération dépiler, on va prendre la donnée, on va la sortir de la pile. D'accord? Donc je retourne la valeur 7. Et la valeur 7 est enlevée du sommet de la pile. Ça veut dire qu'on va enlever tout ça. Donc on a retourné 7. Et maintenant, la pile, elle est dans cet état-là, qui était un état précédent qu'on avait déjà rencontré. D'accord? Et donc, quelle est la seule valeur à laquelle vous avez le droit d'accéder? Eh bien, celle qui est au sommet de la pile. Donc vous, la seule information que vous avez maintenant, c'est 42. D'accord? Donc, si vous avez un peu écouté ce que je viens de vous dire, pour une pile, les informations qui sont, enfin l'interface, qu'est-ce que ça va être? On va avoir le droit de créer une pile, évidemment. On va avoir le droit de savoir si la pile est vide, c'est-à-dire s'il n'y a aucun élément. Parce que s'il n'y a aucun élément, on ne peut pas lire l'élément qui est au sommet de la pile.
On va avoir la fonction empiler qui va permettre d'ajouter un élément au sommet de votre pile. Et on va avoir l'opération dépiler qui va permettre de récupérer la valeur qui est au sommet de votre pile, de le supprimer de la pile et de le renvoyer à l'utilisateur. Voilà. C'est tout ce dont vous avez besoin. Ah, et si, bien sûr, on peut rajouter une fonction qui va permettre de détecter si la pile est pleine, parce qu'on peut imposer une taille maximum à une pile. Par exemple, pas plus de 10 éléments. Monsieur, Ouais, si jamais on souhaite accéder, et disons il y a 5 éléments, on souhaite Ouais. accéder au troisième. Non, on peut pas. bah, moralement, tu ne dois pas. Alors, D'accord. si tu souhaites, quand même, via ton algorithme, si ton algorithme que tu vas manipuler t'impose d'accéder à d'autres éléments, ça veut dire que tu vas devoir dépiler, pour pouvoir accéder à l'élément d'après. Là, par exemple, tu vois, dans mon cas, si je souhaite accéder à la valeur 5, eh ben, je vais être obligé de dépiler 42, de dépiler 3, pour ensuite pouvoir accéder à la valeur 5. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Alors, ce truc-là, cette pile, à quoi ça sert? En fait, c'est fondamental parce que ça vous permet de réaliser des opérations dans un ordre bien particulier. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment un ordinateur pouvait réaliser une opération arithmétique aussi grande qu'on le souhaite? Par exemple, si je fais donc 3, il est où le plus là-dedans? Plus 4 fois 5 plus 6 moins 2. L'utilisateur a rentré ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour calculer le résultat de cette opération? Alors, c'est pas aussi trivial qu'on le pense parce que cette opération-là, elle est aussi grande qu'on veut, d'accord? Donc on ne connaît pas le nombre d'opérandes. Bon. En fait, il faut savoir que cette opération-là, elle va être traduite en ce qu'on appelle dans une autre notation qui sera du polonais inversé. Ça va être une sorte de parenthésage. Si vous prenez l'opération que je réalise là, vous voyez que le 4 fois 5, il est prioritaire sur le reste. D'accord? La multiplication est prioritaire. Mais ensuite, il y a un ordre. C'est-à-dire que le 3 plus 4 fois 5 doit s'exécuter avant le plus 6 moins 2. OK? Et le plus 6 s'exécute avant le moins 2. Donc je vais mettre une parenthèse ici. Tac. Et à la fin, je fais le moins 2. Si on reprend cette opération, informatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va réaliser l'addition entre 3 et quoi? Et 4 fois 5. Mais 4 fois 5, c'est quoi? C'est la multiplication entre 4 et 5. Ok? Une fois qu'on aura réalisé cette opération, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va réaliser l'addition entre ça et la valeur 6. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va réaliser l'addition entre tout ça, enfin la soustraction, et la valeur 2. Alors, comment on peut... donc ce truc-là, cette notation-là, en fait, on va écrire
En polonais inverse, vous allez voir, ça va être 3, 4, 5 fois plus 6 plus 2 moins. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notation magique? Cette notation magique, qui est du polonais inverse, c'est, on va considérer les éléments de mon opération dans l'ordre. C'est juste que on va mettre l'opérateur non pas entre les opérandes, mais au moment où ils doivent s'appliquer. C'est-à-dire que je vais placer 3, ensuite je vais mettre 4, ensuite je vais mettre 5, ensuite je vais mettre multiplier. Ah, multiplier doit s'appliquer. Donc je prends les deux opérandes qui précèdent, c'est-à-dire 4 et 5, je les multiplie. Je remplace le 4 5 fois ce truc-là par le résultat, c'est-à-dire 20. Et donc, actuellement, j'ai 3, 20, plus 6, plus 2, moins. Donc maintenant, on reprend l'opération dans l'ordre. On a 3, 20, plus. Ah, donc je réalise l'addition entre 3 et 20. D'accord? Donc c'est-à-dire que ce truc-là se transforme en 23. Donc après j'ai 6, ensuite j'ai plus, j'ai 2, j'ai moins. Donc je vais réaliser l'addition, j'ai 23, 6 plus A, j'applique l'addition. Ok, ça nous fait 29, 2 et moins. Donc là maintenant je fais 29 moins 2. 29 moins 2, 27. Voilà. Alors c'est comme ça que ça fonctionne dans un ordinateur, pour de vrai. Et vous allez voir que cette opération-là, on peut la réaliser très facilement. Une fois qu'on a la notation polonais inverse, c'est-à-dire que cette formule, cette expression-là que vous avez rentrée au clavier, elle a été traduite automatiquement en notation polonais inverse, et bien après, pour réaliser le calcul, regardez comment on va faire. Vous allez voir, c'est magique. On va considérer les opérandes dans l'ordre. 3. Eh bien, j'empile 3. 4. J'empile 4. 5. J'empile 5. Fois. Donc là, je me retrouve face à un opérateur. Et donc l'opérateur va prendre les deux opérandes précédentes. C'est-à-dire que je vais dépiler et je vais dépiler. Je vais réaliser la multiplication et je vais empiler le résultat. Donc, on dépile 5. Je me retrouve dans cette situation-là. On dépile 4. Je me retrouve dans cette situation-là. Je réalise la multiplication donc de 4 par 5. Alors attention à l'ordre, il faut savoir que, par exemple pour la division, l'ordre dans lequel vous récupérez les opérandes a une importance. Donc c'est le dernier qui est dépilé qui est divisé ou multiplié par celui d'avant. Donc 4 fois 5, ça nous fait 20. Je réempile le résultat. 20. On continue la notation polonais inverse, et vous voyez que j'arrive au plus. Donc là, le plus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, je vais dépiler 20, je me retrouve dans la situation suivante. Je dépile 3, je réalise mon addition, et j'empile le résultat. Ça nous fait 23.
Alors on continue. J'empile 6. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On a une addition. Donc je dépile, je dépile. Donc je me retrouve avec ici 23 et 6. Hein. J'ai dépilé 6, j'ai dépilé 23. Je réalise l'opération, donc l'addition, donc ça nous fait 29. J'empile le résultat, 29. Ensuite, je rencontre la valeur 2, donc j'empile la valeur 2. Ensuite, je rencontre quoi? La soustraction. Donc, je dépile 2, je dépile 29, j'applique la soustraction et j'empile le résultat. Ça nous fait 27. J'arrive au bout de mon opération, et donc là, où se trouve le résultat de mon opération? Eh bien, c'est le dernier élément de la pile, 27. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de pile pour réaliser un calcul aussi grand qu'on le voudra. Bon, c'était juste un exemple d'utilisation, c'est la notation en polonais inverse, mais vous verrez en L3, il y a plein d'algorithmes de graphes qu'on va manipuler qui vont utiliser des piles ou des fils. Donc voilà. Alors bien sûr, il va falloir manipuler la pile. Alors quelle va être l'interface de la pile? Donc, si on revient ici, bah là l'interface de votre pile, ça va être quoi? On va avoir une fonction qui permet de créer une pile. On va avoir une fonction qui permet d'empiler une valeur. On va avoir une fonction qui permet de dépiler la valeur qui est située au sommet de la pile. Alors l'initialisation n'est pas utile parce que par défaut une pile est forcément vide, donc ça sera fait dans la fonction création pile. Oula, c'est dépiler, c'est pas le correcteur automatique. Dépiler, voilà, sans accent. Voilà. Ensuite, je vous ai dit, on a une fonction qui permet de savoir si la pile est vide ou pas. Et on a une fonction qui permet de savoir si la pile est pleine ou pas. Voilà. Donc ça, c'est les fonctions qui vont être dans votre interface. OK? Bon, alors si vous n'avez pas de questions, je vais vous présenter l'autre structure de données du cours, c'est les fils. Alors une file, qu'est-ce que c'est? Ça va être presque la même chose, sauf qu'au lieu de représenter l'information verticalement, on va la représenter horizontalement. Et là, une file de données, ça va représenter un mécanisme qui est extrêmement utile dans notre société, c'est une file d'attente. Eh bien, l'ordre dans lequel les choses sont traitées, c'est l'ordre d'arrivée. Bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche physiquement de doubler les gens. Mais moralement, vous ne devez pas. Eh bien, une file d'attente, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, comme pour la pile, on va avoir un certain nombre d'opérations qui vont s'appeler enfiler, c'est-à-dire ajouter un élément dans votre file. Donc on va le mettre à la fin. Par exemple, je vais enfiler la valeur 3. Ensuite, j'enfile la valeur 4. Ensuite, j'enfile la valeur 7. Ensuite, 42. Et quand je vais traiter une donnée,
quand je veux dire je réalise l'opération de défiler, qui enlève une donnée de ma file, eh bien, je vais enlever celle qui est au tout début. Et donc, mon premier élément devient 4, suivi de 7, suivi de 42. Voilà. C'est ça une file. Alors, par rapport à la pile, qu'est-ce qui change? L'opération d'ajout d'un élément, c'est toujours à la fin. Donc ça, c'est la même chose. Par contre, c'est l'opération de récupération d'un élément. Dans la pile, vous récupérez le dernier élément. Dans la file, vous récupérez le premier. Alors ces deux stratégies-là, elles ont des noms. C'est last in, first out et first in, first out. Alors là, attention, hein, c'est pas la même interface. Hein. Je vous ai fait deux interfaces distinctes. L'une pour la file, l'autre pour la pile. D'accord? Et ce que je vous disais, c'est que ces deux opérations qui sont, ces deux structures de données qui sont assez similaires, la vraie différence, ça réside dans l'accès qu'on fait aux données. Dans la pile, quand on accède à une donnée, c'est la dernière qui vient d'être rentrée dans la structure. Alors que dans la file, quand on accède à une donnée, la donnée à laquelle on peut accéder, c'est la première qui a été rentrée dans la file. Donc ça, pour la pile, c'est le dernier entré, last in, qui est le premier à sortir, first out, donc le dernier entré est le premier sorti, tandis que la file, c'est le premier entré, first in, qui est le premier sorti, first out. Donc on a LIFO et FIFO. Ça, il faut s'en souvenir.